Togo Info, le Togo à votre portée. Vous êtes sur la 96.3 Victoire FM. Notre invité, nous l'annoncions au sommaire, c'est le professeur David Dossé-Boué, premier porte-parole du Front citoyen Togo Debout. Il est déjà avec nous, professeur, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs. Merci de répondre à notre invitation. Merci à vous de m'avoir fait venir ce matin. Oui. Professeur, depuis septembre, le Togo connaît des pluies diluviennes, c'est selon la météo, et ces pluies sont encore annoncées jusqu'à mi-novembre prochain. Et les dégâts sont aussi sans commentaire dans les quartiers à fort risque d'inondation. Oui, absolument. Et je vais déjà commencer par dire tout mon sentiment de tristesse à l'endroit de tous ceux qui subissent les affres des intempéries. J'ai vu des maisons inondées, des gens qui jusque dans leur chambre sont dans des situations indescriptibles. Et j'espère que très rapidement la Providence et peut-être l'État togolais leur apportera. Et la Providence et le chef de l'État avait dit que les inondations sont derrière nous. Ah, vous savez, il y a beaucoup de choses qui ont été annoncées comme étant derrière nous, mais qui sont malheureusement encore avec nous et peut-être devant nous, notamment la crise togolaise. Donc je pense que tenons compte plutôt des faits, tenons compte de la réalité et essayons d'avancer vraiment pour que les populations puissent véritablement être épanouies. Mais ce n'est pas seulement Lomé, on sait qu'à Cotonou, à Abidjan, c'est plus... Absolument, c'est vrai qu'avec le changement climatique, on peut s'attendre à des situations pareilles, des situations autant dramatiques, mais cela est encore aggravé par le fait que nous vivons malheureusement dans un environnement qui n'a pas eu, qui n'a pas bénéficié d'une gouvernance suffisamment forte, suffisamment orientée, suffisamment décentralisée pour qu'à la base les communautés puissent se prendre en charge et puissent mettre en place les infrastructures nécessaires pour que lorsque ces intempéries surviennent, qu'elles soient minimisées. Vous avez plein de quartiers où on n'a pas de route, on n'a pas de rigole. Mais le peu d'infrastructures qui sont là sont mal entretenues par ces mêmes populations-là. Vous avez des gens qui jettent des déchets dans les caniveaux. Absolument. Ça veut dire que ça serait quand même un devoir civique. Vous savez, quand vous avez des bonnes femmes qui déversent des déchets dans les caniveaux, peut-être qu'il faut se poser la question de savoir est-ce qu'on leur a proposé une autre alternative. Ça, c'est la première des questions. La deuxième des questions, c'est de se dire que peut-être que si on avait une vraie gouvernance décentralisée avec des populations qui se prennent elles-mêmes en charge, qui comprennent la nécessité de s'impliquer davantage dans le développement de la communauté, peut-être que de façon civique, les gens se comporteraient autrement. Mais quand vous avez une gouvernance qui est fortement centralisée sans même apporter encore des vraies solutions. La gouvernance elle est centralisée, mais c'est là où vous avez encore le plus mauvais modèle en termes de corruption. Mais aujourd'hui, le gouvernement a mis quand même en place la NASA et d'autres infrastructures quand même pour assainir la ville de Lomé avec les voiturettes qui viennent chercher les déchets devant les domiciles des gens. Vous savez, le Togo est indépendant depuis plusieurs décennies et en dehors de quelques routes bitumées, vous savez, dans tous les quartiers, c'est de la terre, c'est de la boue. Dès qu'il pleut, avant de rentrer chez vous, vous traversez la boue. Quand vous sortez chez vous, après vous êtes lavé, après vous avoir ciré vos chaussures, vous marchez dans la boue. On vous lave la voiture, vous n'avez pas fait 100 mètres que la voiture est maculée de boue. Voilà la situation que nous vivons tous. Donc, je pense qu'il y a des efforts à faire. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a un gouvernement... Bien sûr, mais il ne s'agit pas de dire que le gouvernement fait des efforts. Quand on vous a mis au pouvoir, c'est pas pour faire des efforts, c'est pour réussir en développement et donc il y a beaucoup de choses à faire pour que les choses aillent bien. Au-delà de ces dégâts matériels, on passe aussi à la santé. Vous êtes un acteur de la santé, professeur David Dossé, et votre ministère de tutelle, professeur Moustapha Njiawa, a sorti un communiqué récemment pour quand même demander à la population de prendre certaines mesures pour lutter contre les maladies diarrhéiques qui seront quand même de nature à ces moments de pluie là. Vous partagez la vie.
Oui, il est clair qu'en milieu tropical, lorsque vous avez la chaleur, de l'humidité, cela favorise la prolifération de microbes. Et lorsque, bien sûr, vous mettez des aliments sans les protéger, avec les mouches qui se promènent, il y a des risques de maladies, des risques d'épidémie. Et il est normal que chacun à son niveau prenne des dispositions. Mais je pense qu'au-delà du communiqué, il y a vraiment des travaux d'assainissement de la ville de Lomé. De sensibilisation aussi. Des travaux, bien sûr, de sensibilisation par rapport à la population, mais de vrais travaux d'assainissement. Il faut qu'il y ait un environnement qui soit beaucoup plus aseptisé, je dirais, parce que la ville de Lomé, malheureusement, n'offre pas encore un visage qu'on aurait pu attendre après toutes ces années d'indépendance, avec toutes ces années où nous avons eu suffisamment d'argent dans ce pays, même si on dit que le Togo était un pays pauvre, très endetté, je pense qu'il y a eu suffisamment d'argent, et si cet argent avait été utilisé à bon escient, on aurait certainement pu avoir une ville hautement développée. Professeur David Dossé, on connaît votre engagement pour la politique. Le 22 septembre 2017, vous portiez sur les fonds baptismaux une organisation de société civile dénommée le Front citoyen Togo Debout. Et récemment, vous avez célébré votre 2e anniversaire. Aujourd'hui, 2 ans après la mise en place de Force Togo Debout, que peut-on mettre à votre actif? Alors, mon engagement, il n'est pas politique. Mon engagement, il est au profit ou en faveur des aspirations du peuple togolais. Je suis citoyen togolais et lorsque je constate des situations qui ne permettent pas à mon peuple de s'épanouir, je me sens obligé justement de m'engager. Donc c'est ainsi qu'effectivement, lorsqu'on a eu l'éclatement de la crise en août 2017, en septembre, le 22 septembre, nous avons décidé de lancer un mouvement dénommé Front citoyen Togo Debout, parce que vous l'avez certainement constaté, après l'éclatement de la crise, il n'y avait que les hommes et les femmes politiques justement qui étaient au devant de la lutte. On ne voyait pas la société civile et je pense que lorsque on veut parler au nom du peuple, on ne peut pas uniquement mettre des hommes ou des femmes politiques devant la lutte. Voilà, il fallait absolument que également la société civile puisse se faire entendre et c'est comme ça que nous avons lancé cette plateforme d'organisation de la société civile dénommée Front citoyen Togo Debout. Alors 2 années, nous avons essayé de lutter aux côtés du peuple togolais pour que les conditions de vie puissent s'améliorer au Togo dans le domaine politique, dans le domaine économique, dans le domaine social. Et tout se focalise autour, bien sûr, de la question de l'alternance politique pacifique. Et il faut reconnaître que jusqu'ici, malheureusement, cet objectif ultime n'a pas été atteint. Donc la lutte continue et nous espérons jusqu'à l'achèvement qui, je l'espère... Qu'est-ce qui vous a bloqué dans l'atteinte de cet objectif? Alors, il y a des raisons que nous connaissons, mais il y a également des raisons qui nous sont jusqu'ici inconnues. Nous-mêmes, il y a des insuffisances en termes de stratégie, des insuffisances en termes de moyens. Je parle de la société civile en général. Les hommes politiques également ont leur part de responsabilité. Je ne vais peut-être pas revenir sur ça ici. Mais il y a certainement des choses à améliorer. C'est pour ça que je crois qu'il est important qu'après un certain temps de lutte, qu'on s'asseye, qu'on réfléchisse, qu'on échange et qu'on change de stratégie. Vous savez, quand vous choisissez une stratégie, vous espérez qu'elle aboutisse, mais rien ne vous le garantit. Et lorsque vous échouez, vous êtes obligé de revoir cette stratégie, de l'améliorer, de la peaufiner pour aller de l'avant. Cela ne veut pas dire que vous avez mal fait en ayant choisi cette stratégie initialement. C'était juste un essai, une réflexion qui vous avait conduit sur cette voie et peut-être qu'il faut changer de voie. Mais pour certains Togolais, ces échecs viennent du fait que vous, au niveau de la société civile, vous êtes tous ramifiés aux partis politiques. Vous êtes pour certains les appendices de ces formations politiques-là. Donc vos actions ne sont pas tellement autonomes. C'est pourquoi quand les partis politiques échouent, d'emblée, ça vous touche aussi. Je crois que c'est un faux procès. Moi, c'est quelque chose qui, personnellement, ne m'a jamais vraiment touché. Moi, individuellement, on a toujours dit que j'étais
appendice d'un parti politique d'opposition. Et moi, je réponds que c'est une question de conviction et de principe. Même on vous cite énormément de l'UFC, de l'ANC, que vous serez même un membre fondateur du parti de l'ANC. Je suis très content que vous parliez de cela ici. Et je crois que une fois, j'ai même entendu un ministre, le ministre Bawara, dire sur un média, je ne sais plus lequel, que j'étais effectivement membre fondateur de l'ANC. Alors, vous me donnez l'occasion ici de revenir sur la question et de dire tout haut que ni de près ni de loin je n'ai été associé à la création de ce grand parti. Je n'ai pas eu l'honneur d'être consulté pour la création de ce parti. Les gens de l'ANC, qui sont des gens très respectables, ont créé ce parti qui, je crois, constitue un des plus grands partis de l'opposition au Togo, mais je n'ai pas eu cette chance d'en être membre fondateur. Je ne suis ni membre fondateur de l'ANC, ni membre tout court de l'ANC. Alors, j'ai été surpris aussi de voir une personnalité de l'opposition me l'avouer il y a quelques semaines. Ah, mais je pensais qu'effectivement, tu étais membre fondateur de l'ANC. Donc, je ne sais pas si c'est parti de cette affirmation du ministre Bawara. Et effectivement, si c'est lui qui l'affirme, on peut le penser, puisqu'il a été, je crois, à l'administration territoriale. Ce sont des coïncidences simples? Non, laissez-moi finir avec cette histoire. Peut-être qu'on va clarifier ça définitivement. Donc, vous imaginez un ministre de la République qui affirme cela. On peut se dire que lui, il a la possibilité de consulter les dossiers. Et c'est certainement parce qu'il a consulté les dossiers de création de l'ANC qu'il a pu l'affirmer. Alors je ne sais vraiment pas sur quoi le ministre Bawara s'est appuyé pour le dire. Si c'est des rumeurs qu'il a entendues, je pense qu'il devrait faire attention avant de déclarer certaines choses sur les médias. Alors, donc, quand on dit de vous que vous êtes proche de l'opposition, parce que vous dénoncez des situations qui sont réelles, des situations qui sont des faits objectifs, et moi je réponds aux gens que ça ne me gêne pas personnellement, parce que je suis convaincu de mes principes, je suis convaincu de mes convictions. Et donc, tenant compte de mes convictions, sachant qui je suis, sachant où je vais, je n'ai pas besoin d'attendre qu'on m'applaudisse ou qu'on ne m'applaudisse pas. Je sais où je vais, j'ai mes convictions, j'ai mes principes et j'avance par rapport à cela. Et donc, aujourd'hui, je sais que à chaque fois que je prendrai la parole, ce sera pour défendre les aspirations du peuple togolais. Si ça va à l'encontre des intérêts du gouvernement, je suis désolé. Et même si ça devait aller à l'encontre des intérêts de certains partis politiques dits d'opposition, je suis désolé. Je suis d'abord pour mon peuple et je me battrai pour Donc vous travaillez en âme et conscience. C'est une façon de le dire, en âme et conscience. Pour célébrer ce deuxième anniversaire du Front citoyen Togo Debout, d'abord il faut dire que c'était une double célébration pour vous la semaine dernière. Vous êtes aussi revenu sur le 29e anniversaire du 5 octobre 90. Que représente pour vous cette date dans la lutte que vous menez au Togo? Pour nous tous, je crois que c'est une date historique. C'est je ne dirais peut-être pas le point de départ, mais c'est une date importante qui marque le cheminement de notre jeune nation vers la démocratie. Et il était donc important pour nous de célébrer avec nos concitoyens la date du 5 octobre, qui est une date qui marque peut-être le début de quelque chose et on espère arriver bientôt à l'aboutissement ou à l'achèvement de quelque chose. Cette célébration nous a permis effectivement de revenir sur les 2 années de vie du Front citoyen Togo Debout. Nous avons refait un peu l'état de la nation, nous avons fait une espèce de diagnostic qui n'était pas un diagnostic exhaustif puisqu'il y a tellement de choses à dire sur le Togo, mais nous avons fait un focus sur les questions économiques, sur les questions des droits de l'homme. C'est ainsi que nous avons eu Amnesty International Togo qui nous a fait l'honneur de venir participer au panel et faire une communication dans laquelle on mettait encore en exergue toutes les défaillances en termes des droits humains au Togo, ce qui est vraiment déplorable. Aujourd'hui, le Togo est sur le banc de nations. Lorsque les Nations Unies vous invectivent en vous disant d'abord les lois liberticides, ensuite les prisons, les conditions carcérales qui sont totalement démentielles. On va revenir avec la visite refusée à Monseigneur Koudrou. On a l'impression qu'on vit dans un monde de fous. Quand on parle du SRI où les vrais objectifs de cet organe de l'État sont complètement détournés à des fins de clientélisme, je vais le dire ainsi.
Tout cela fait froid dans le dos. Ensuite, vous avez M. Thomas Koumou de Veille Économique qui nous a fait le point de notre nation. Vous savez, c'est comme si vous aviez une maison et sous cette maison, on était en train de creuser un trou. Tout ce que vous vous posez comme question, quand est-ce que cette maison va s'effondrer? C'est vrai que dans sa présentation, elle relevait que le Togo est tellement surendetté et qu'il faut des générations pour payer cette dette. Et ce qui fait peur, c'est que nous avons bénéficié il y a quelques années à peine, bien sûr, de l'initiative PPTE, pays pauvres très endettés. Donc on a eu un allègement très important de la dette. Et je me souviens qu'à l'époque, le ministre Ngbo nous disait, mais attendez, dès qu'on aura abouti à le point d'aboutissement de l'initiative PPTE, vous allez voir ce qui va se passer dans ce pays. On a eu l'initiative PPTE, c'est-à-dire qu'on s'est serré la ceinture pour arriver au point d'achèvement. Et aujourd'hui, on a vu qu'on a encore besoin de serrer encore plus la ceinture. Beaucoup de choses devant nous. Professeur Dessay, aujourd'hui, avez-vous l'impression que 29 ans après le 50 ou 90, vous qui êtes aujourd'hui devant la lutte, vous avez pu tenir quand même la flamme allumée par vos aînés de 90 ou 50 ans? On aurait certainement aimé mieux faire, mais on doit aussi, parce qu'on ne doit pas se jeter des fleurs, mais se dire que la lutte n'a pas été vaine. C'est comme cette crise que nous avons connue récemment. Certains pensent qu'elle a été vaine. Nullement. Je crois qu'aujourd'hui, si ce régime qui nous enferme dans un carcan est si mal vu au plan international, c'est parce que les Togolais se sont levés, les Togolais ont crié. Et je me souviens même qu'à l'époque, nous avions rencontré le ministre Kanampa qui nous disait, mais en fait, vous n'avez peut-être même plus besoin de manifester parce que ce que vous voulez aujourd'hui, le monde entier le sait. Donc c'est pour dire que depuis 29 années, et même peut-être plus, la lutte, elle est là. Il y a des gens qui sont venus et qui sont partis, des gens qui se sont sacrifiés, il y a des gens qui sont morts malheureusement. Oui. Et tous ces sacrifices ont permis quand même d'avancer. Aujourd'hui, nous n'avons plus le parti unique. Nous avons plus ou moins cette liberté d'expression. Je pense qu'en sortant d'ici, je ne vais pas me faire arrêter en tout cas. Nous avons des médias qui essaient plus ou moins. Vous faites un excellent travail, vous les journalistes, en dépit des difficultés. Je sais qu'elles sont réelles. Donc, pas à pas, nous avançons dans le bon sens. Mais il y a encore du travail à faire. Et tout le monde attend l'aboutissement. On puisse dire qu'au Togo, enfin, il y a eu une véritable alternance politique pacifique, parce que je crois que ça va être le déclenchement de quelque chose, non pas simplement pour le Togo, non pas simplement pour la sous-région, mais pour l'Afrique. Et cette alternance-là, vous comptez beaucoup l'avoir en 2020? Pour moi, 2020, c'est une date historique. Ce sera une date. Vous l'avez dit l'autre fois. Ce sera une date historique, mais bien sûr, il y a des conditions. Il y a des conditions à remplir. Quelles sont ces conditions-là? C'est vrai que vous êtes revenu sur certains aspects. Vous avez aussi demandé la relecture de la loi sur les manifestations, les audiences foraines pour délivrer des actes de naissance, la recomposition de la CENI, de la Cour constitutionnelle, un nouveau recensement. Vous avez aussi évoqué le fichier électoral. Les conditions sine qua non pour l'alternance en 2020. Oui. Disons que avant le scrutin, il y a des choses qui sont importantes. Le jour du scrutin également, il y a des choses qui sont importantes. Et cela a été mentionné dans la déclaration du Front citoyen Togo-Debout, déclaration sortie le 9 octobre. Avant le scrutin, vous avez cité cette loi liberticide. Aujourd'hui, on nous empêche de manifester, disons les choses clairement. Quelle que soit la réaction... Le ministre a dit clairement, dit clairement qu'il n'y aura pas de relecture de cette loi. Parce qu'ils savent, les responsables du Togo, ce qui est bon pour ce pays. Vous me faites rire. Disons que, effectivement, encore une fois, malheureusement, nous avons eu un exemple de radicalisme extrême, un exemple d'intransigeance qui ne sert pas notre pays, qui ne fait pas honneur à notre pays. Parce qu'en ayant pris cette position, en ayant fait cette déclaration, encore une fois, le ministre a démontré tout le radicalisme qu'on lui reproche habituellement. Vous avez aujourd'hui un pays où, pour manifester, on vous demande d'éviter les routes nationales, d'éviter les chancelleries, d'éviter même les résidences des ambassadeurs. Donc je vous demanderai peut-être de nous aider à noter toutes les maisons des ambassadeurs dans la ville de Lomé. Il y a toute une série de restrictions. Finalement, c'est l'exception même qui devient le principe. Vous devez manifester. Exceptionnellement, vous avez la possibilité de manifester dans une zone. Il se dit que c'est par rapport aux manifestations du passé où les gens quand même ont pris en tenaille la ville.
en bloquant même les routes nationales, le centre commercial. Donc eux aussi, pour ne pas encore arriver à ces moments-là. J'avais ouï dire qu'on pouvait manifester cette année et que ça n'avait aucun impact sur le gouvernement. C'est ce qu'on nous disait à l'époque lorsque nous étions en train de marcher. Je pense que les gens se moquaient de nous en nous disant mais vous manifestez, vous pouvez manifester cette année, ça n'aura aucun impact sur notre action. Donc aujourd'hui, nous avons compris en fait que en dépit de tout ce qui nous était annoncé, ces marches avaient un effet réel sur ce régime et ces marches nous ont permis en tout cas de nous faire entendre. Alors donc si c'est pour préserver la sécurité et peut-être la vie économique de notre pays, je ne suis pas convaincu que depuis que ces marches n'ont plus lieu, la sécurité s'est améliorée. Vous-même, vous avez vu tout ce qui s'est passé dans ce pays en termes de braquage et autres. Je ne suis pas convaincu que la vie économique se soit du coup éclaircie avec des nuages qui ont disparu. Donc nous sommes toujours dans ces conditions extrêmement difficiles en termes de sécurité, en termes de vie économique précaire, avec une jeunesse qui est en train de trimer. Moi, j'étais passé devant le service des passeports il y a quelques jours, puis j'ai vu la queue et je n'avais pas compris. C'est après que j'ai compris que les jeunes cherchaient à fuir le pays. Vous savez, lorsque le navire prend l'eau, tout le monde cherche à partir. Et donc, cette jeunesse totalement désœuvrée, totalement désemparée, ce n'est certainement pas à cause des marches. Il y a certainement un gros problème de gouvernance et je prierai les autorités ministérielles de réfléchir, de tourner la langue cette fois dans la bouche avant de s'exprimer parfois et de réfléchir pour voir pourquoi est-ce que leur jeunesse qui doit bâtir le pays cherche plutôt à partir. Il y a certainement des raisons réelles et moi, pour les aider, je pourrais leur citer un gros problème de gouvernance qui se pose. Avant les élections, c'est vrai que vous avez quand même proposé certaines pistes à exploiter, entre autres la recomposition de la CENI, de la Cour constitutionnelle. Vous revenez encore sur ce débat, vous aussi, au niveau de la société togolaise. Je vais dire une chose. Vous savez, lorsque vous allez à des élections, on suppose qu'il y a un arbitre. Lorsque l'arbitre est plus ou moins neutre, là, vous avez une chance. Mais lorsque vous allez avec des dés qui sont pipés, et l'arbitre qui doit siffler le début du match et la fin du match, vous savez pertinemment qu'il fera tout. Mais par rapport à la CENI, l'occasion était donnée quand même à l'opposition, avoir la parité 8 sur 8. La parité 8 sur 8, mais nous savons tous le jeu qui a suivi après la décision de la CEDEAO. L'UFC qui a empêché, nous avions même nous, le Front Citoyen Togo Debout, la possibilité d'avoir un représentant au sein de cette CENI. Nous avions donné un nom et nous attendions donc le moment idéal pour que notre représentant puisse prêter serment, mais ça n'a jamais eu lieu parce que le blocage a été tel que jusqu'au dernier moment, alors que la CENI continue de travailler. Vous savez, la CEDEAO qui prend une décision dit CENI paritaire. La logique voudrait qu'on attende que cette CENI paritaire se mette en fonction pour poursuivre le travail. Alors, vous avez une stratégie qui consiste à faire un blocage. Donc, l'ancienne CENI, qui n'a plus cours puisqu'on a pris une décision, l'ancienne CENI continue d'œuvrer comme si de rien n'était. Et donc, ça fait qu'on a beau dire aujourd'hui qu'on avait la possibilité au sein de cette CENI paritaire d'envoyer des représentants, mais il faut reconnaître que le jeu était tel qu'il était difficile. Il était difficile à l'époque, justement, de profiter de cette décision de la CEDEAO pour plus ou moins équilibrer les choses. Je reviens encore par rapport à cette CENI qu'il va falloir revoir, qu'il va falloir recomposer. Avant 2020 ? Ça fait partie des éléments importants. Mais c'est l'élément que vous avez noté peut-être dans la liste des choses que nous avons mises dans la déclaration. Mais permettez-moi de revenir sur un autre aspect. La proclamation des résultats bureau de vote par bureau de vote et bien sûr le fait que la CENI aussi donne les résultats en tenant compte donne les résultats bureau de vote par bureau de vote avant de donner les résultats globaux. Cela a été relevé par l'Union européenne dans un de ses rapports et en fait c'est surtout le monitoring que nous avons fait lors des élections locales qui nous ont permis de comprendre l'importance de cette remarque faite par une des missions des experts des Nations Unies. Je donne un exemple. Habituellement, qu'est-ce qu'on dit aux citoyens? Quand vous avez fini de voter, ne partez pas. Attendez le dépouillement. Les gens motivés, engagés, déterminés, attendent.
même si c'est avec des lampadaires ou bien des bougies, des lampions, des lampions, ils attendent. On fait le dépouillement et ils sont contents parce qu'ils se disent ah, l'opposition a voilà, un bon score dans ce bureau de vote. D'accord? Ensuite, vous rentrez chez vous. Et quand la CENI donne les résultats, la CENI donne les résultats globaux. Est-ce que vous avez la possibilité maintenant d'aller au sein de ces résultats globaux chercher ce qui vous avez voté? Impossible. Impossible. Donc finalement, à quoi ça sert de demander aux gens de rester jusqu'à la fin du dépouillement quand les gens n'ont même pas la possibilité de savoir si ce sont les vrais résultats qui ont été transmis à la CENI ou est-ce qu'il y a eu modification déjà du PV depuis le bureau de vote ou est-ce que le résultat a été modifié à la CENI. Et donc, si nous avons la possibilité d'obliger la CENI à donner d'abord les résultats de vote, les résultats bureau de vote par bureau de vote, ça donne la possibilité à chaque citoyen qui s'était engagé à surveiller le dépouillement à dire ah, mon bureau de vote, ce sont les vrais résultats qui ont été transmis à la CENI, ce sont de faux résultats qui ont été transmis à la CENI. Je crois que pour nous, en tout cas aujourd'hui, c'est le message que nous allons essayer de faire passer de Lomé à Saint-Cassé, c'est le message essentiel. Si nous partons pour des élections, il y a un minimum qu'il va falloir demander au gouvernement togolais. Et nous allons nous entendre avec les partis politiques. Si ce minimum n'est pas atteint, je pense que ce serait une erreur grave que de donner caution à une élection qui va encore permettre à quelqu'un qui n'a pas gagné les élections d'avoir le fauteuil présidentiel. C'est un travail de la société civile. Nous allons le faire, nous allons aller vers... Est-ce que vous n'êtes pas en retard à 5 mois de la présidentielle? On n'est jamais en retard. Moi, sincèrement, je pense qu'effectivement, il y a des choses qu'on aurait pu faire, mais on a encore largement le temps. Ce peuple est déjà sensibilisé. Tout le monde le sait. Tout le monde sait que le peuple togolais est déjà déterminé, sensibilisé. Nous avons fait 2 années de manifestation. Vous pensez que du jour au lendemain... Vous croyez toujours que le peuple est toujours debout? Le peuple est toujours debout, mais le peuple attend qu'on lui donne une orientation claire. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, sur le terrain, il y a beaucoup de choses qui se disent. Et le peuple ne sait pas. On parle de candidature unique, on parle de candidature multiple. Certains disent qu'il ne faut pas aller aux élections, certains disent qu'il faut y aller, etc., etc. Je pense que tout cela peut être orchestré de façon parfaite, dans une certaine logique, avec un vrai fil conducteur. Je ne dis pas que ceux qui disent candidature unique ont tort ou que ceux qui disent candidature multiple ont tort, mais il est possible, je vous assure, d'avoir un dénominateur commun par rapport à tout cela, de présenter ce dénominateur commun au peuple, de mettre de la cohérence dans les différentes stratégies, de mettre de la cohérence dans les différentes stratégies, et je suis convaincu qu'une fois que le peuple aura un message cohérent en face, il se mettra en ordre de bataille, en ordre de marche. 2020, c'est dans quelques mois, c'est tant mieux. Mais si nous y mettons toute la force nécessaire, toute l'énergie, si ce peuple se lève, moi je vous assure que 2020 vous aurez l'alternance. Qu'est-ce que ça vous dit, le vote par anticipation des forces armées togolaises? Alors là, c'est gravissime. C'est la porte ouverte à la fraude. Et j'en profite pour annoncer que dans quelques semaines, je pense avant la fin du mois d'octobre, les universités sociales du Togo feront également une autre conférence publique justement sur la fraude électorale au Togo. Il y a un consultant qui a été choisi, qui est en train de faire le dépouillement de ces résultats, et il nous démontrera comment est-ce que de dysfonctionnement en dysfonctionnement, on entretient la fraude électorale. Je prends l'exemple de ce que vous venez de dire. Les militaires votent par anticipation. Et ensuite, je ne savais pas, c'est avec les communales que j'ai su que même au sein des casernes, des garnisons, il y a des centres de vote. Alors j'ai discuté avec quelqu'un qui était dans une garnison, il m'a dit, mais tu imagines, je suis là, je vois quelqu'un, je sais bien que c'est un militaire, aujourd'hui il est en civil, il vient voter. Est-ce que j'ai le courage de m'opposer alors que je suis dans une garnison? Je n'ai pas le courage de m'opposer. Donc permettre à des gens de voter par anticipation en étant force de l'ordre et de revenir après pour voter de nouveau en devenant civil, vous voyez que c'est une manière, c'est un dysfonctionnement d'abord. L'encre indélébile n'est pas utilisée. Bon, je préfère ne pas rentrer dans certains détails par rapport à tous les dysfonctionnements qui constituent des niches de fraude, et je vous invite vraiment à venir écouter dans quelques semaines, en tout cas avant la fin du mois d'octobre, la présentation qui sera faite par quelqu'un sur justement la fraude électorale au Togo. Comment est-ce qu'elle est entretenue? Comment est-ce que les tout petits dysfonctionnements constituent justement de petites niches à fraude dans notre pays? Le Front citoyen Togo debout 2020, c'est une année charnière, l'alternance ou rien. Vous l'avez martelé récemment lors de votre conférence publique. Mais au sein de l'opposition, c'est vrai que vous venez de le relever.
il y a une polémique aujourd'hui sur la candidature unique ou non de l'opposition. Aujourd'hui, on a deux blocs, la coalition qui soutient toujours cette candidature unique-là, et devant elle, on a d'autres partis politiques à l'instar de l'ANC, de PSR qui disent, et d'autres partis, qu'avec les deux tours, on peut aller quand même à ces élections-là. Peut-être au second tour, l'Union même va sauver. Alors, moi, il ne me revient pas de dire que ceux qui disent candidature unique ont raison ou que ceux qui disent candidature multiple ont raison. Ce que je peux affirmer par contre, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait un émiettement des candidatures, qu'on ne se retrouve pas avec une vingtaine de candidatures. Voilà, une quinzaine de candidatures, une dizaine de candidatures de l'opposition vraie. Je pense que ça ne va pas nous servir. Il peut y avoir un candidat unique à condition que tous se solidarisent derrière et mettent leur logistique, leur armada au service de ce candidat. Il peut y avoir 2, 3, 4 candidats de l'opposition vraie, mais à condition aussi qu'il y ait un accord qui solidarise. Il faut que tout le monde travaille. Absolument, tout le monde travaille dans le sens de l'alternance, pas dans le sens partisan, mais dans le sens de l'alternance. Je m'explique encore davantage. Lorsqu'on est en train de parler de dénominateurs communs, je pense qu'il y a des éléments qui sont importants aujourd'hui. C'est que l'électorat togolais est découragé, démobilisé, parce que nous sommes allés plusieurs fois aux élections. La CEDEAO est venue nous obliger à aller à des élections en 2005. Il y a eu des centaines de morts, pour ne pas dire plus. La CEDEAO ne s'est jamais excusée de cela. Donc des personnes ont été incriminées, mais les personnes continuent de se pavaner librement dans ce pays. Il y a eu ensuite des élections moins meurtrières, mais on sait pertinemment que ce n'est pas le vainqueur qui a été proclamé vainqueur. Et donc, cette population se dit, mais à quoi ça sert d'aller voter? On me demande de rester jusqu'au dépouillement, je reste jusqu'à 19h, je suis le dépouillement, je rentre chez moi, et je sais que c'est mon candidat de l'opposition qui a gagné, mais après, ce n'est pas lui qui est déclaré vainqueur. Finalement, à quoi ça sert? Donc, aujourd'hui, on a des taux de participation qui tournent autour de 35%. Je parle des taux réels, je ne parle pas de ce que la CENI nous annonce, qui tournent autour de 35%. Et il est clair qu'en l'état, je pense que si nous allons à des élections, à une élection présidentielle en 2020, nous avons une forte chance que les 65% qui ne se déplacent pas soient des militants de l'opposition. Et donc, il va falloir redonner confiance à cet électorat. Et donc, c'est un travail qui ne se fera pas du jour au lendemain ou parti par parti, mais je pense que de façon collégiale, il est possible que les grands ténors de l'opposition se mettent ensemble pour redonner confiance à cet électorat. Ça, c'est un élément important. Ensuite, lorsque vous allez à des élections et que vous mettez des représentants dans les bureaux de vote, nous savons tous les difficultés qu'il y a ensuite pour avoir les procès-verbaux. Qu'est-ce qui empêche des partis d'opposition qui veulent l'alternance, donc qui ne sont pas dans une situation partisane, même s'ils y vont avec leur candidat, qui se disent aujourd'hui nous avons notre candidat, mais l'intérêt supérieur de la nation prime. Donc nous mettons une vraie collégialité, une vraie mutualisation des forces sur le terrain à la base. Et donc tous les représentants d'opposition travailleront au service de l'opposition. Moi je suis d'un parti d'opposition A, j'ai un procès verbal qui donne gagnant un parti d'opposition B, je mettrai mon procès verbal au bénéfice du parti d'opposition B pour que l'opposition puisse gagner. On va marquer la courte pause et on va revenir dans le reste de débat avec le dialogue demandé par la classe politique de l'opposition togolaise. Quel est l'avis du Front citoyen Togo debout? C'est juste derrière la pause. L'Institut supérieur de droit. Préparé, ou bien c'est pour la victoire en 2020. Mais de l'autre camp, on a un certain Lionel Messi qui est toujours en forme, qui garde sa forme. Et ce serait difficile de le laisser sur le banc au cours de cette présidentielle. En tout cas, si vous continuez à l'appeler Lionel Messi, que Lionel Messi même se fâche, tant pis pour vous. Effectivement, nous avons jusqu'ici, manifestement, le président Faure qui se prépare pour sa 4e candidature. Je dis bien candidature parce que le mandat n'est pas encore acquis. Mais d'après ce que nous disent les légalistes, les modifications constitutionnelles de cette année lui offrent la possibilité de se présenter. Deux fois. De se présenter 2 fois. Oui. Donc, pour une élection présidentielle.
Alors, ce que nous nous disons, c'est que s'il faut être légaliste, il faut être légaliste jusqu'au bout. Et il faut, dans ce cas, solder définitivement la question de 2005 et demander à la Cour constitutionnelle qu'elle dise, au moment de confirmer les dossiers de candidature, de dire si en 2005, il y a eu un coup d'État ou pas au Togo. Et je mets au défi tous ces éminents constitutionnalistes qui sont à la Cour constitutionnelle pour que, face à l'histoire, face à eux-mêmes, en leur âme et conscience, qui nous disent si nous avons eu en 2005 un coup d'État ou pas. Nous avons vu des militaires en tout cas venir à la télévision et annoncer que le pouvoir était confié à M. Faure et Sozimna Nyasingbe. Est-ce que c'est ce que la Constitution de l'époque disait? Non, mais laissez-moi finir. Est-ce qu'aujourd'hui, la non-candidature de Faure Nyasingbe en 2020 signifierait ipso facto la tenance en 2020? Non, justement, ça je suis d'accord avec vous. Alors j'étais en train d'expliquer que il y a bien sûr la question de la candidature. Vous m'avez posé la question par rapport à Lionel Messi et je vous disais qu'il y a des raisons valables qui, de mon point de vue, font qu'il ne devrait pas se présenter pour un 4e mandat. Donc j'ai expliqué la question juridique. J'étais en train de vouloir également dire que lui-même, en 2015, avait dit que pour que la démocratie, je crois, progresse en Afrique, il a même ajouté nécessairement limiter le mandat à 2 ou à 3. Il en a fait 2, il en a fait 3. Et donc, par rapport à la parole d'homme que lui-même il a tenue, je pense qu'il n'est pas de bon ton qu'il brigue un 4e mandat. Donc, les raisons, elles existent, qui font que, effectivement, il ne faudrait pas qu'il se présente. Mais si M. Faure Sozimna Nyasingbe, qui est le président actuel du Togo, ne brigue pas un 4e mandat, cela ne signifie pas que le système de fraude disparaît, cela ne signifie pas que le système UNIR ne va plus gagner, entre guillemets, les élections. Il va falloir absolument mettre des éléments, des garde-fous pour que la transparence puisse être de mise lors de la prochaine élection présidentielle. Et c'est ce pourquoi nous en tout cas, nous essayons de travailler, c'est ce à quoi nous appelons les différents acteurs politiques. Et nous espérons qu'avec une certaine dynamique, avec une certaine union, nous aurons certainement la possibilité de mettre en œuvre une vraie dynamique pour réussir. La tenance en 2020. Voilà. Les conseils municipaux élus les 30 juin et 15 août vont prendre fonction le 14 octobre et 16 octobre prochain. Mais David Dessay, c'est vrai que vous aussi, vous avez suivi le déroulement de ces élections communales. À Lomé aujourd'hui, Lomé a un statut particulier, autonome. Un gouverneur sera nommé pour régir quand même les 13 communes. C'est vrai que ça a suscité des débats entre-temps avec la lettre envoyée par Fabre, le maire de Golfe 4, au Premier ministre par rapport à la reconstruction du grand marché de Lomé. Pour certains, cette décision du gouvernement en dotant Lomé d'une ville de statut particulier est antidémocratique. Est-ce que vous faites la même lecture aussi? En tout cas, nous avions dit qu'il fallait impliquer les populations au développement de leur environnement, au développement de leur espace communautaire. Et c'est pour ça que dès le départ, si vous vous souvenez, les universités sociales du Togo, dont je suis également coordonnateur, avaient demandé à ce que une vraie politique de décentralisation soit mise en œuvre au Togo. Nous avons organisé plusieurs activités et nous nous appelions à l'organisation des élections locales. Donc il y a eu les élections locales qui n'ont pas été parfaites, mais c'est quand même un pas que nous avons salué. Et nous pensions effectivement que les élections locales allaient permettre l'élection de maires dans des communes qui, et ces maires devaient mettre en place une vraie stratégie justement pour intéresser les populations, faire comprendre à chaque citoyen la nécessité de s'engager davantage pour le développement de sa commune. Alors aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un rétropédalage. Le régime se rend compte que Lomé, la capitale, risque de lui échapper et donc remet en place un stratagème pour essayer plus ou moins de coiffer de nouveau la capitale. Je pense que ça dénote encore... Vous pensez que les maires sont dépourvus de leurs prérogatives? Je crois que c'est ce à quoi on risque d'aboutir.
Et cela dénote encore de la mauvaise foi, malheureusement, de ce régime. Et moi, je me tourne vers la communauté internationale, notamment l'Union européenne, parce que j'avais discuté avec un de leurs responsables qui me disait, oui, il faut comprendre que la démocratie, tout ne peut pas être obtenu du coup, ça se fait pas à pas, l'amélioration se fait progressivement. Bon, si on donne l'impression de répondre à une injonction de la communauté internationale en organisant des élections locales et que quelques temps après on revient encore non pas vers un processus de décentralisation mais un vrai processus de centralisation, parce que le gouverneur malheureusement il sera nommé par le chef de l'État, ce qui fait que on se retrouve dans une situation où il n'est plus choisi. Celui qui va régir la ville de Lomé n'est pas choisi par les citoyens, les habitants de Lomé, mais il est encore nommé par le chef de l'État. Moi, j'ai l'impression que c'est en fait une délégation spéciale qu'on est encore en train de selon vous. Absolument. On va permettre à ceux-là qui nous suivent actuellement de réagir sur le 92 02 80 63, le 22 21 80 99 pour intervenir dans ce débat. Auditeur, bonjour. Allô, bonjour. Monsieur Kodjo. Allez-y. Nous saluons l'invité. Merci. Et je voudrais lui demander quelque chose. Et au début de l'année, en janvier, après la marche organisée par l'ancien C14 et M. Jean-Pierre Fabre, et il me semble vous-même, vous avez dit que prochainement, on aura un autre regroupement, quelque chose comme ça. Et je voudrais demander où en êtes-vous? Maintenant, dans la plupart des pays africains, surtout occidentaux, on voit que pour changer un régime dictatorial, il va falloir seulement qu'un mouvement citoyen se crée. Mais est-ce que c'est avec cette C14 qui est dépourvu de tous ces éléments, parce qu'actuellement, la béquille de cette C14 se repose sur les FDR. Le PSR a fait alliance avec l'ANC, les démocrates disent qu'ils ne veulent pas aller à ces élections. Est-ce que c'est avec cette C14 que vous voulez créer ce mouvement citoyen? Merci beaucoup à vous, Kodjo. On va prendre derrière vous. Kokou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Très bien. Allez-y. Je salue le professeur de Merci. ma première question concernant cette décentralisation, cette élection locale qu'on vient de faire. Et maintenant, on fait passer des tests pour qu'on revienne à la centralisation. Je voudrais savoir, hier j'ai suivi un député en la personne de M. Adoumi sur la FM. Le journaliste lui a demandé à savoir ce qui se passe aujourd'hui au Togo. Ça se fait où, comme un exemple que nous dit. Il a nommé la Côte d'Ivoire. Là-dedans, on a la même chose à Abidjan. Je voudrais savoir si M. Bissé a l'information qu'à Abidjan, on a la même chose que nous on veut faire aujourd'hui. Si on a la même chose, quel est le nom du gouverneur que la ville d'Abidjan a? Et secondo, rapidement, oui. Je vais aller dans le domaine de la santé. Aujourd'hui, je sais quel cas de spécial le pouvoir nous donne. Parce que vous allez à l'hôpital aujourd'hui, même le temps que l'infirmier doit utiliser, c'est vous qui devez payer ça. Je fais 15 jours à la chose, à la polyvalente de CHU de chaque matin, lorsqu'on me contrôlait les glycémies des malades, on nous réclame 7%. C'est 7%-là. Est-ce que c'est le taxe prévu qui vient de les Ok. Vous voulez savoir la destination de cette somme-là. Merci beaucoup à vous, Kokou. Derrière vous, c'est Pélé. Pélé, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Pélé. Merci. Il ne faut pas dire qu'on nous a volé et que vous ne savez pas là où on nous a volé. Cette structure que vous êtes en train de faire maintenant, il ne faut pas que ça s'arrête. Parce que le peuple attend l'opposition dans une organisation structurée, de Lomé à Saint-Cassé. Il ne faut plus
venir nous faire un meeting à Kassime et à Cambodia et à Côte d'Ivoire. Ça là, il faut arrêter ça. Nous-mêmes, surtout la région maritime, est déjà acquis à vous. Merci. Donc, il faudrait que vous allez... Merci à Pelé, on vous a compris. Derrière vous, le dernier, c'est M. Gado. Bonjour. Bonjour, monsieur. Votre invité, bonjour, professeur. Oui, bonjour, monsieur Gado. Bon, professeur, ce qui me demande, est-ce que vous avez déjà savoir pourquoi Tibia Kadam ne rentre pas? Le gouvernement dit qu'il n'a rien contre lui. Et il ne rentre pas. Il envoie des dossiers. Explique-moi un peu là. Merci, bonne journée. Merci à vous beaucoup. Bonne journée aussi à vous, M. Gado. On va commencer par lui. M. Gado, est-ce que vous connaissez les réelles raisons de l'exil de M. Salifou Tibia Kadam? Pourquoi il ne rentre pas au pays? Merci à M. Gado. Je crois qu'effectivement, en tant que citoyen, il a bien raison de s'intéresser à M. Tibia Kadam et à sa sécurité. Personnellement, je n'ai pas d'informations particulières, si ce n'est celle que nous avons tous. Je crois que M. Il dit que le pouvoir a dit qu'il n'a rien contre lui. Il peut rentrer à tout moment. Je pense qu'entre ce que ce pouvoir déclare et ce que des éléments incontrôlés peuvent faire, il y a parfois malheureusement un fossé. Et si pour des raisons évidentes, M. Achadam pense que sa sécurité n'est pas assurée au Togo, nous ne pouvons pas lui demander de venir au Togo et d'affronter la lutte avec nous. Et donc, moi, je respecte sa décision. Voilà. Pour M. Pelé, c'est vrai qu'il parle d'une structure bien organisée. C'est vrai que chaque fois, la même chanson, nous a volé. Ça dure beaucoup, mais est-ce qu'on s'organise réellement? M. Pelé a raison. M. Pelé a raison d'appeler à une vraie organisation de l'opposition et même de la société civile. Je crois que 2020, tout le monde, tous les citoyens togolais en tout cas, ont le regard tourné vers 2020. Nous avons des chances réelles, en dépit du contexte actuel, nous avons des chances réelles pour une alternance parce que, il faut le savoir, le régime actuel n'est pas en odeur de sainteté au plan international. Je pense qu'il y a suffisamment de signaux, même sans être un grand analyste politique, on peut s'en rendre compte. Par rapport justement à la personnalité du président, par rapport à la manière dont il est reçu à l'international. La communauté internationale nous félicite chaque fois. Non, je pense qu'il faut savoir décortiquer ou décoder le langage diplomatique. Je prends juste un exemple, quand vous avez BFM qui fait une sortie qui dit clairement que le Togo est une république bananière, parce qu'on dit que le trésor public est dans une maison. C'est vrai que c'est un média. Est-ce que... Non, je crois que nous savons, je le dis encore, nous savons que c'est le langage diplomatique, mais il y a également des signaux qui montrent à suffisance que ce régime a des difficultés au plan international. Donc, l'alternance, je pense que nous avons en tout cas des arguments pour croire véritablement à l'alternance en 2020. Ce n'est pas juste un rêve, ce n'est pas juste un vœu pieux. Il y a des faits. Donc, de façon factuelle, nous pensons qu'il y a des raisons qui peuvent nous amener à espérer obtenir l'alternance. Mais cela appelle un travail. Il y a des conditions, on en avait un peu discuté au début de l'émission, et donc il faut que l'opposition soit mieux organisée. Et moi, l'appel que je vais lancer à la suite de ce que M. Pelé a dit, c'est qu'aujourd'hui, quelles que soient les différentes stratégies, parce que personne ne peut dire « moi j'ai la bonne stratégie », en se tapant la poitrine, « moi je sais comment faire tomber ce régime ». Si quelqu'un le savait, je pense que ça fait plusieurs décennies qu'on se bat, il aurait suffi que cette stratégie soit mise en œuvre pour qu'on y parvienne. Personne ne peut dire « j'ai la bonne stratégie ». Il faut juste se dire « j'ai réfléchi, j'ai une stratégie ». Mais le fait d'avoir une stratégie différente de celle d'un autre groupe ne signifie pas qu'on ne peut pas s'entendre sur un minimum. Moi, c'est ce que je veux dire. Essayons de nous retrouver, essayons de mettre en place une vraie organisation, une vraie dynamique autour d'éléments qui sont des éléments incontournables. Là, vous répondez indirectement à la question de Kodjo, qui parle de la création d'un nouveau front, parce que vous l'avez vu l'annoncer. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec M. Kodjo qui s'impatiente, parce que nous-mêmes, la fois dernière, j'ai revu un peu mon intervention après la conférence publique du 9. C'est vrai que j'ai donné l'impression peut-être
manquer de tact, de politesse. J'ai dit qu'on avait marre un peu de cette situation. Et je crois que M. Kodjo a raison. Vous avez quand même à comparer les responsables politiques à des élèves qui s'amusent dans la cour de récréation. Je reconnais que je m'étais un peu emporté, mais je crois que ça reflète un peu le sentiment du citoyen ordinaire. Le citoyen ordinaire, c'est que sans cette union, on ne peut pas mettre en place une vraie dynamique unitaire pour l'alternance. Chaque parti a des potentialités, des compétences construites sur la durée. On a de grands partis qui ont des militants, qui ont de la logistique, qui ont de l'expérience. Mais si on ne met pas cela bout à bout, je vous assure qu'on aura du mal à obtenir cette alternance en 2020. 2020, c'est une chance. Il ne faut pas qu'on vendange cette chance. Et c'est pour ça que nous demandons à chacun de mettre un peu d'eau dans son vin et de réfléchir à comment est-ce que nous allons enfin construire cette dynamique. Monsieur Kodjo, vous avez raison. Nous l'avions annoncé déjà. Espérance pour le Togo, lors de ce grand forum du mois de mars, avait annoncé la naissance de cette dynamique unitaire, mais il faut reconnaître que nous avons jusqu'ici du mal à mettre ce bateau. Est-ce que c'est la messe de requiem pour la C14 ? Ce n'est pas à moi de dire ce qu'est la C14 aujourd'hui. Monsieur Kokou, effectivement, je crois que c'est lui. Non, c'est plutôt Monsieur Kodjo toujours qui parlait de cette dynamique unitaire. En fait, si on doit mettre en place une dynamique unitaire, il ne s'agit pas de dire dynamique unitaire. C14 aujourd'hui, je pense que nous devons. Il faut se dire clairement les choses. Il faut aller au-delà des. Je crois qu'il y en a 6 aujourd'hui au sein de la C14. Il faut aller largement au-delà des 6 partis qui sont au sein de la C14. Mettre en place une dynamique unitaire suppose que aussi bien au sein de la société civile qu'au sein de la société politique, toutes les forces démocratiques, toutes les forces vives qui œuvrent depuis des décennies pour l'alternance se mettent ensemble. Il ne s'agit pas de créer un CST bis ou de créer une C14 bis. Non, du tout. Les objectifs sont là, nous les connaissons. Chacun, à sa manière, peut œuvrer pour l'atteinte de ses objectifs et c'est ce qu'il va falloir faire. Mais pour Kokou, c'est vrai que la ville de Lomé, avec un statut autonome, ce n'est pas la première. Et aussi, selon l'ancien premier ministre Agomo Kodjo, Abidjan aussi a ce même statut. Est-ce que vous avez connaissance? Non, je n'ai pas connaissance de cela, mais ce qui me chiffonne, c'est qu'on attende que les élections soient passées, qu'on ait élu des maires pour venir dire maintenant il y aura un gouverneur nommé par le chef de l'État, ce qui est inadmissible. Les 700 prix selon un autre intervenant. Oui, je n'ai pas d'informations par rapport. Je réponds rapidement, je pense que c'est la fin de l'émission. Je n'ai pas d'informations par rapport à cela. Ce que je sais par contre, c'est qu'il y a beaucoup d'examens qui sont des examens de base, qui ne se font pas malheureusement au centre de référence nationale à ce jour. Et parfois, ce sont des personnes qui proposent des services parce que pour faire la glycémie, c'est parfois eux-mêmes qui apportent leur glucomètre pour faire la glycémie. Est-ce que c'est dans ces cas qu'on prend 700? Sincèrement, je ne saurais pas le dire. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Professeur David Dessay, votre candidature pour la présidentielle 2020, on attend que vous vous préparez activement. Je pense qu'il y a des choses tellement plus importantes. Plus importantes. Comment faire pour qu'on ait de vraies conditions pour des élections libres et transparentes au Togo? Donc vous ne serez pas candidat. Il faut se focaliser sur ce qui est important, s'il vous plaît. Votre mot de fin pour finir définitivement? Mon mot de fin, c'est que je suis convaincu que si nous nous remettons dans le sens de la marche ensemble, nous y parviendrons. Et je demande aux Togolais de ne pas être résignés. Nelson Mandela l'a dit, ils n'ont jamais perdu espoir. Et pourtant, l'apartheid était 1000 fois plus difficile que le régime que nous avons au Togo. Demain, il fera beau. Merci beaucoup à vous, professeur David Dessay Ekoué, premier porte-parole du Front citoyen Togo debout. Merci à Kokou le Parisien pour la mise en onde. Merci à Défense Akpaki de la Gazette du Togo et puis de Lansou Kofi Romuald qui sont avec nous. Merci beaucoup à toute la technique. On se donne rendez-vous demain pour le deuxième numéro. Si tout va bien, on sera avec Madame Nadou Lanson, la coordinatrice de la C Travailleurs du Togo, pour nous parler aujourd'hui de la situation des fonctionnaires togolais avec le cas des enseignants et puis de la santé. Bonne semaine à toutes et à tous. À 9h, Jacob Hamaï et Nessina Kogo seront avec vous dans la version Mina.